Quand le sage montre la concentration éditoriale, l'idiot voit Vincent Bolloré. Thierry Discepolo est éditeur. Il dirige Agone, maison d'édition marseillaise indépendante, qu'il a fondée au début des années 90. Agone affiche une ambition claire, proposer des livres qui fournissent au plus grand nombre des outils pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et ça a donné des ouvrages importants, sociologie, philosophie, histoire sociale, littérature. On y retrouve des auteurs historiques comme Rosa Luxembourg, Karl Kraus, Paul Nizan, George Orwell, Eric Hobsbawm, Bertrand Russell, Karl Marx, Thomas Frank, Serge Halimi, Jean-Marc Rouillon, Noam Chomsky, Howard Zinn, Laurence de Coq, Christian Corouge, Stéphanie Morizzi et plein d'autres encore. Thierry Discepolo est aussi l'auteur d'un essai, La trahison des éditeurs, qui comble un angle mort de l'édition française, sa véritable histoire et les enjeux de concentration des grands groupes médiatiques. L'entretien qui suit a été réalisé dans le contexte de l'affaire Olivier Nora, président-directeur général des éditions Grasset, licencié par son grand patron Vincent Bolloré, ce qui a provoqué beaucoup de remous médiatiques et le départ d'un très grand nombre d'auteurs célèbres. Partons de la carte éditée par Agone, une carte qui montre qui possède quoi dans l'édition française. Alors, où se situe Agone dans cette carte ? Au milieu, tiens, regarde, on est juste au milieu. Voilà, d'accord, là. Là. Ah bah, c'est quand même pas... C'est un peu comme les Vapes Monde, tu sais. Donc, Agone est au milieu, mais avec quelques éditeurs qu'on appelle indépendants. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce que ça veut dire indépendant ? Parce que beaucoup se réclament d'être indépendants. Alors, en soi, c'est un sujet de discorde, et un sujet de discorde qui est ancien, qui dure et qui d'ailleurs n'arrête pas d'être renouvelé. L'indépendance éditoriale, puisque à peu près tout le monde se réclame de l'indépendance à un moment donné ou à un autre. Elle peut être définie, elle est même définie comme une chose et son contraire. Moi, j'ai choisi de la définir par une entrée, comme on dit, matérialiste, c'est-à-dire l'indépendance, c'est la propriété des moyens de production, c'est la propriété du capital, et tout le reste, ça s'appelle la dépendance. En l'occurrence, toutes les maisons qu'on voit dans chacun de ces, dans chacune de ces nébuleuses sont la propriété de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, là, tu as la quarantaine de maisons propriété d'Hachette, un peu moins propriété de Madrigal, etc., etc. Voilà. Et chacun des petits cercles qui sont là sont les indépendants au sens où ils ne sont pas la propriété d'un des grands groupes éditoriaux. Voilà, c'est ça l'indépendance. Quels sont les grands groupes déjà ? Dans l'ordre, on va dire à la fois de naissance et puis de taille, donc c'est Hachette, 1826, Madrigal et Albin Michel au début du 19e, un peu plus tard, bien que le deuxième plus gros, Editis, et Média Participation. Voilà, ça c'est les plus gros. En nombre de maisons achetées, en chiffre d'affaires, et surtout c'est les plus importants, c'est-à-dire Hachette, Madrigal, Média Participation et Editis sont aussi propriétaires des plus grosses diffusions de distribution, c'est-à-dire c'est à eux tout seuls, on va dire, ils diffusent ou distribuent 90, 70 à 80% de l'édition française, mais si on prend les 10 qui sont là, c'est 90% du chiffre d'affaires de l'édition française. Alors parmi les grandes maisons qui possèdent, tu peux en citer quelques-unes là ? Alors Madrigal est l'anagramme de Gallimard, d'accord, c'est la holding qui a émergé du rachat par Gallimard d'une autre grosse enseigne qui est Flammarion. Voilà, tout ça c'est la nébuleuse. Alors, j'ai lu dedans, voilà, Minuit, bien sûr. Voilà. Quand on passe à Hachette, alors les grands noms, ceux qui font l'actualité depuis quelque temps, c'est Grasset, évidemment, Fayard. Chez Média Participation, c'est, pour nous, dans le domaine qui est le nôtre, c'est surtout Le Seuil. Et chez Editis, citons Julliard et La Découverte. La plupart d'entre nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui s'est passé entre le nom qui est celui écrit en gros en général sur la couverture, qui est celui de l'auteur ou de l'autrice, et puis le nom qui est écrit pas si petit que ça aussi sur la couverture, qui est celui de l'éditeur. L'éditeur est l'intermédiaire entre l'auteur, c'est lui qui signe un contrat avec l'auteur, l'intermédiaire entre le manuscrit qu'il reçoit et l'objet final qui arrive dans les bibliothèques. Entre les deux, l'éditeur est celui qui mobilise
mobilise un ensemble de compétences, maquettistes, relecteurs, traducteurs des fois quand c'est nécessaire, correcteurs. Tous ces métiers-là sont les métiers qui sont centralisés dans une maison d'édition et qui font qu'on transforme un manuscrit en livre. Au dernier moment, il y a la production qui s'occupe du lien avec l'imprimeur à qui on commande de le fabriquer, et puis c'est à partir de là que les choses deviennent de plus en plus compliquées. C'est-à-dire qu'il faut avoir affaire à deux autres métiers qui sont la diffusion. C'est un métier qui consiste à rassembler des équipes de représentants qui font la tournée des librairies de France et de Navarre, auxquelles ils présentent les programmes de chacun des éditeurs. Les libraires qui ont commandé ou pas commandé les ouvrages vont devoir traiter avec un autre métier qui est celui de distributeur, c'est-à-dire c'est celui qui gère les stocks, qui gère les commandes, qui envoie les livres et qui les récupère quand ils ont été invendus. Alors tout ça, c'est tout un circuit qui est parfois l'objet de concentration entre les mêmes ou pas? Alors oui, les plus gros, c'est-à-dire Hachette, Madrigal, Média Participation et Editis, sont les propriétaires des plus grosses maisons de diffusion-distribution. Au point où quasiment la moitié des chiffres d'affaires de ces mastodontes sont faits par la diffusion-distribution. On oublie tout le temps, quand on donne leurs chiffres d'affaires qui sont colossaux, plus de 2 milliards, pour Hachette, entre 600 et 800 000 pour les trois autres. La moitié de ces chiffres d'affaires sont des chiffres d'affaires, en fait, ils sont faits sur la diffusion et la distribution d'autres maisons, des leurs, bien sûr, de toutes leurs marques, mais pas qu'une partie de tous les indépendants qu'on voit ici. Le monde de la librairie est quand même un monde d'indépendants. Même si les plus gros, évidemment, sont la propriété, comme toujours, des grands groupes. C'est-à-dire que, par exemple, la Fnac est propriété d'Editis, dont le patron est Daniel Kretinsky. Un groupe comme Madrigal possède, je crois, une bonne douzaine, une quinzaine de grandes librairies. Mais la plus grande partie sont effectivement des libraires indépendants. Il faut noter aussi la propriété Relais. Les relais sont quand même un gros endroit de diffusion de livres. C'est un gros endroit de diffusion de livres, en effet, mais c'est un lieu de discours dysfonctionnant, les relais. L'image que surtout ça a donné depuis quelque temps, c'est les relais sont l'endroit où on retrouve de manière massive la pire production, c'est-à-dire les livres de Bardella, les livres de Sarkozy, les livres de Villiers, etc. Qui sont tous édités chez Fayard. Qui sont tous actuellement édités chez Fayard. Ça n'a pas propriété de Bolloré. Propriété de Vincent Bolloré. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Propriété de Vincent Bolloré aussi. Voilà. Alors, la réalité du marché des relais, c'est qu'elle est surtout répartie entre les grands groupes. La différence, elle n'est pas tant entre la place que les livres produits par le groupe Hachette prend dans les relais, que le fait que les relais ont surtout les livres des grands groupes, et que les vrais absents sont les autres maisons que les grands groupes. C'est ça, surtout la réalité de l'équilibre de la place des livres dans les relais, et d'ailleurs, pas que les relais. On a parlé de librairies, mais une grande partie des livres se vendent hors des librairies, notamment par exemple dans les supermarchés. Il n'existe pas de marché de masse du livre sans les supermarchés aujourd'hui. Quand on atteint des dizaines, des centaines de milliers d'ouvrages, comme les fameux best-sellers, qu'il s'agisse des ouvrages de Sarkozy et de Bardella, ou qu'il s'agisse des grands prix littéraires, tout ça se vend de manière massive aussi dans les supermarchés. Dans l'affaire Bolloré qui intéresse la France entière depuis quelques temps, là, qui fait par exemple la une du Nouvel Obs. Le fait qu'on ne parle que de lui a tendance à masquer qu'il y en a d'autres. Et surtout, ça masque une autre réalité, c'est qu'il n'a pu arriver là que parce qu'un système lui a permis d'arriver là. Il faut revenir à l'élément majeur que représente cette carte, c'est-à-dire c'est un portrait de la concentration éditoriale. D'ailleurs, c'est une phrase qu'il faudrait oser dire, c'est que, en plageant une formule classique, quand le sage montre la concentration éditoriale, l'idiot voit Vincent Bolloré. Cette concentration, elle a comme premier effet d'être la cause d'une surproduction. Une surproduction qui aujourd'hui prend une place considérable dans le marché du livre. Ce sont des centaines et des milliers de nouveautés. Je crois que les chiffres qui sont donnés, j'ai même du mal à croire qu'ils sont exacts, c'est 250 nouveautés par jour. Ouais, alors là, ouais, mais qui ne sont évidemment pas produits par les milliers de petits éditeurs. Ils sont produits par ceux qui produisent 90% du chiffre d'affaires de l'édition, c'est-à-dire une dizaine de groupes. Pour donner un rapport de production,
Prenons une seule collection d'une seule marque, d'un seul groupe. Prenons par exemple la blanche chez Gallimard. Gallimard qui est une des marques, enfin c'est la marque propriétaire du groupe Madrigal. La seule collection La Blanche, c'est 144 livres par an. 144 livres par an, ça correspond par exemple à 10 fois la production d'un éditeur indépendant comme Agone. Agone, c'est combien de livres par an? 14, 15, voilà. Ce qui, quand on fait vraiment les livres, c'est-à-dire quand on les met pas, quand ils sont pas le produit d'une industrie, oui, c'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup. La place de Le Panda, c'est caca là-dedans, des bouteilles de Pongé, qui sont un livre par an. On n'est même pas sur la carte. Alors, vous n'êtes pas sur la carte pour une raison. Tu peux faire. C'est que vous n'êtes pas indiqué comme éditeur encore. Mais, et il y a deuxième raison, ça c'est en off, mais deuxième raison, c'est qu'en fait, c'est un livre jeunesse. Non, on n'a pas un jeunesse. Donc il n'y a que... Quand vous ferez de la littérature générale, vous serez dedans. Alors, il y a eu la polémique du licenciement brutal de Olivier Nora, parce qu'il y a eu une tribune signée par maintenant, on en est à 250 auteurs, je crois, ou 300, il serait. Qui sont partis. Ça, c'est un séisme dans l'édition, quand même. Ce qu'il faut peut-être observer dans cette semaine de psychodrame ou de tragicomédie, je ne sais pas comment il faut la qualifier, c'est déjà que l'ensemble des gens qui ont été visibles dès le début sont quand même des stars de l'édition. C'est pas exactement l'auteur moyen qui s'est retrouvé visible. Mais pourquoi surtout il s'est retrouvé visible à ce point? J'ai compté dans l'ensemble des auteurs, les 142 premiers qui ont signé la tribune à la suite du licenciement de leur éditeur, il y en a 47% qui sont journalistes. Ce qui, dans un groupe, est vraiment une curiosité particulièrement révélatrice. Sur ces 47%, à eux tous, ils couvrent une cinquantaine de médias. Puis pas des petits médias. C'est-à-dire que la plus grande partie des auteurs sont passés ou sont encore au Monde ou à Libération, à l'Obs, mais ça va jusqu'à CNews, Marianne, Franc-Tireur, à la télé c'est TF1, la radio c'est France Culture et France Inter. Donc on a vraiment dans ce qu'on doit appeler un magnifique lobbying, l'ensemble de ce qui a accès à la plus grande visibilité. Et donc l'extrême visibilité des conséquences de ce licenciement, c'est plutôt un symptôme de la place d'un certain nombre de journalistes dans une maison d'édition, qui par ailleurs aussi a accès à, fournit les jurys de 14 prix littéraires. Qui sont très influenceurs. Qui sont les plus gros prescripteurs. Surtout, c'est les plus gros prix littéraires. C'est-à-dire, c'est Renaudot, c'est Goncourt, c'est même y compris le prix littéraire du Mouzevou. Voilà, évidemment, on trouve aussi chez ces auteurs les responsables des principales émissions littéraires. Voilà. Donc, on a vraiment un lobbying littéraire. Tu as écrit un livre qui s'appelle La trahison des éditeurs, qui est un titre formidable. Ce livre... c'est le livre à la mode, quoi. Parce que maintenant, c'est le livre qui racontait déjà ce qui commence à arriver au grand jour pour une partie du grand public. C'est-à-dire ce que tu viens de nous raconter en partie, mais pas seulement, aussi des contradictions, y compris du monde de l'édition, de l'idéologique, de la gauche. Comment tu définirais tout ça? C'est quoi ton travail? C'est un livre qui est vraiment la synthèse de la manière dont un éditeur indépendant, très naïvement, découvrait le monde du livre. Alors, il le découvrait pas comme on découvre quelque chose quand on ouvre une porte. C'est une découverte progressive, c'est-à-dire petit à petit, chemin faisant, livre faisant, un après l'autre, je croisais des gens, j'écoutais des éditeurs, je découvrais vraiment à proprement parler les grands noms de l'édition. Je découvrais leur histoire, et plus j'en découvrais cette histoire, et moins cette histoire correspondait à la légende de l'édition telle qu'on la trouve répandue de médias en livres.
Les deux anciennes qui ont structuré la rédaction de ce livre sont Actes Sud et Gallimard. Actes Sud parce que c'était vraiment le nouvel arrivant avec une légende de sa naissance sous les lauses, à côté du chêne, dans une bergerie provençale, l'anti-groupe par excellence, dans lequel tout le monde était passionné, désintéressé, alors qu'on voyait déjà, donc, il y a donc 15 ans maintenant, la naissance d'un des 10 plus grands groupes français. Serait-il 10 fois plus petit que par exemple le Média Participation ou Madrigal? C'est un groupe qui joue le même jeu. Et évidemment, avec une visibilité singulière, c'est quand la patronne de ce groupe éditorial s'est retrouvée la première ministre de la Culture d'Emmanuel Macron. L'autre en scène, évidemment, c'est Gallimard, dont le moment de l'occupation a été, pour moi, déterminant pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé ensuite. D'ailleurs, on peut presque dire que il y a deux marques qui sortent victorieuses de la guerre de 39-45, et c'est Hachette et Gallimard. Alors, parce qu'en fait, Hachette a mis au service de l'occupant l'intégralité de toute sa machine de diffusion-distribution d'une redoutable efficacité, mais la tentative après-guerre de nationaliser a échoué. Et l'autre, c'est effectivement Gallimard, qui est un éditeur qui a très discrètement, très efficacement collaboré avec l'occupant, avec des effets notoires. C'est-à-dire que ça a fait la richesse de cette maison d'édition, donc elle est sortie renforcée. Et aucune mesure n'a été prise après l'épuration envers ces maisons d'édition qui avaient collaboré. Alors c'est une des caractéristiques du fonctionnement, ou plutôt du dysfonctionnement du champ éditorial depuis son origine. C'est-à-dire que dans le monde des producteurs d'information, on peut presque dire que médias et éditions ne sont pas à part égale, mais sont deux fournisseurs principaux d'informations. Sauf que le monde des médias a fait l'objet d'un programme du CNR après-guerre, un programme qui a fait le constat que presque 100% des médias français ayant collaboré, 100% ont été dissous. Dans l'édition, le degré de collaboration est à peu près les mêmes. On n'a quasiment qu'une seule maison d'édition à citer dont on peut être sûr qu'elle n'a pas collaboré, c'est Minuit. Elle est née de la Résistance et elle a été l'emblème de cette indépendance éditoriale politique après-guerre. Cette anomalie du monde éditorial français, c'est-à-dire une maison d'édition indépendante née de la Résistance, a été rachetée en 2012 par Madrigal, Gallimard, c'est-à-dire une des maisons qui était pour le fondateur de Minuit l'antithèse absolue, c'est-à-dire l'éditeur qui avait collaboré. Au fur et à mesure que le temps passe, on remarque que ce qui était vide au début, ça se remplit. Pourquoi c'est vide au début? D'abord parce qu'il y a eu moins de créations à cette époque-là, mais pas seulement. C'est parce que une grande partie des maisons qui sont nées entre le milieu du 19e et le milieu du 20e siècle ont été rachetées par ces grands groupes. Voilà. Et on peut presque dire que l'ensemble des indépendants qui sont là sont plus ou moins destinés, si ça continue à s'accélérer comme ça l'est actuellement, à être rachetés et à grossir, à faire grossir ces grands groupes. Sauf que le stade qui a été atteint maintenant, et depuis une bonne dizaine d'années, ça n'est plus seulement des grands groupes qui rachètent une par une des maisons d'édition indépendantes, ce sont des groupes qui rachètent d'autres groupes. Comment un éditeur indépendant peut-il répondre au danger d'être racheté par un grand groupe? Évidemment, quand on a en face d'un ogre, le moyen de ne pas être mangé, c'est peut-être de rester maigre. D'ailleurs, une des réponses qu'ont donné une partie des maisons d'édition, c'est de ne pas faire le choix de grossir. Cette carte-là ne fait pas de politique. C'est pas une logique de ligne éditoriale. Délibérément, la question n'est pas là de donner des bons points à un tel est de gauche, pas assez, un peu plus, un tel est trop de droite, un tel fait des bons livres, des mauvais... Non. La question, c'est les maisons d'édition indépendantes sont indépendantes parce qu'elles sont propriétaires des outils de production et qu'elles font ce métier à un niveau qui n'est pas un niveau industriel. Ça peut valoir pour des petites maisons d'édition de droite, on est d'accord. Alors, la question, on pose souvent, où sont les maisons d'édition de droite? Alors, il y en a, il n'y a pas de doute, mais il n'y en a pas tant que ça. Et surtout d'extrême droite. On me dit, mais où elles sont où les maisons d'édition? Est-ce que vous les avez censurées? On les a pas censurées parce qu'on a eu du mal à en trouver.
En fait, c'est pas si fréquent. Mais où publient les éditeurs d'extrême droite? Je dis, mais dans des grands groupes, donc c'est pour ça probablement qu'il n'y a pas de, tant que ça, de maison d'édition indépendante d'extrême droite. Alors, c'est pour ça qu'on va revenir à l'actualité, pour finir. Mais est-ce que cette tribune, ce grand départ en masse, va engendrer un vrai bouleversement, une vraie prise de conscience qui va obliger des auteurs à être cohérents avec ce qu'ils racontent dans leurs livres? Parce que c'est un peu de ça dont tu parles aussi dans ton livre. C'est ce rapport d'incohérence qu'il peut y avoir souvent entre le propos que tu développes dans un livre, Sortez du capitalisme, et la réalité de comment on s'inscrit en tant qu'auteur dans un groupe. Tout à fait. Mais disons que ce que je raconte, moi, sur ce thème, sur ce sujet-là, n'a aucune espèce d'importance pour la question que tu poses. Ce qui est plus important, en revanche, c'est ce que racontent les auteurs en question. Je veux dire, comment est-ce que des auteurs se présentent comme, certains d'entre eux, des révolutionnaires radicaux, ou du moins des critiques du système, alors même qu'ils font éditer leurs livres, leurs analyses, leurs critiques, leurs appels à la révolution, à changer le monde, dans des groupes dont les patrons sont les plus fervents défenseurs, à la fois idéologiquement et structurellement, de ce monde qui va l'abattre. C'est cette contradiction-là dont on parle. Est-ce que le licenciement d'Olivier Nora par son patron va permettre cette prise de conscience? Dans un premier temps, j'aurais tendance à dire que si on peut l'espérer, on peut douter. On a au moins un cas qui sont les quelques années où les éditions de la Découverte étaient la propriété de Vincent Bolloré, puisque Vincent Bolloré, avant d'acquérir Hachette, était propriétaire du groupe Editis. Pendant 5 ans, tous les auteurs de la Découverte, donc auteurs marqués à gauche, voyaient leurs livres et leurs idées propriété de Vincent Bolloré. Que je sache, aucun n'a rien fait, aucun n'a bougé. Donc cette prise de conscience, je doute qu'elle suffise. D'autant plus que au moins la centaine de premiers auteurs de Grasset étant, comme on dit aujourd'hui, très bancables, ils n'auront aucun mal à trouver des éditeurs ou publier leur prochain livre. Ça veut dire qu'ils vont pas aller forcément chez des petits éditeurs. Je dirais même forcer les petits éditeurs. Je dirais même que les chances qu'ils aillent ailleurs que dans un autre des grands groupes est vraiment minime. Bon, en même temps, il faut bien dire que si jamais on voyait débarquer Alain Minck, Bernard-Henri Lévy, Pascal Bruckner et consorts, on aurait du mal à savoir quoi en faire. Bon, donc en fait, ils ont bien raison. Ils vont pas se faire éditer chez Agon, parce que vous en voulez pas. Nous n'en voulons pas, mais d'autres en voudront. Donc, mais la question que tu poses, c'est est-ce que ça va affaiblir la machine? Non. En fait, c'est un jeu de chaises musicales à laquelle on assiste. C'est un jeu de chaises musicales, rien d'autre. Le licenciement d'Olivier Nora serait une augmentation de son emprise. En fait, il y a une augmentation de rien du tout. Il était déjà propriétaire du groupe, il exerce son pouvoir. Il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. On pourrait presque dire qu'il y a même une forme de recul. Pourquoi? Parce que plus Vincent Bolloré affiche ses intentions, plus il rend visible ce qu'il fait. Ça ne change pas énormément, parce que toute critique du groupe Hachette qui n'est pas appuyée sur une critique de la concentration éditoriale, donc une critique des autres groupes et du rôle des autres groupes, n'a aucun effet sur le champ éditorial. Le fonctionnement du champ éditorial aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des risques de la créativité sont pris par les maisons d'édition indépendantes, comme dans le reste du monde. Ce sont les petites structures indépendantes qui ont plus de créativité, qui prennent tous les risques, voilà, et qui ensuite sont récoltés par les groupes. Donc la réponse qu'on a tendance à donner maintenant, c'est faire émerger un statut d'éditeur indépendant, et notamment le constitutionnaliser. Qu'est-ce que serait ce statut? Déjà, il serait fondé sur une définition qui n'a rien de particulièrement novatrice. On trouve même cette définition dans les textes du ministère de la Culture. Un éditeur est indépendant quand il n'est pas la propriété d'un groupe. Il est indépendant quand il est propriétaire de ses moyens de production. Ensuite, le même ministère de la Culture et le CNL donnent des chiffres. Il ne faudrait pas que ça soit... Alors, ils ont un chiffre un petit peu misérabiliste. Il ne faudrait pas que ce soit supérieur... Leur chiffre d'affaires soit supérieur à 500 000 euros. Multiplions par 20.
On arrive à 10 millions d'euros. Avec 10 millions d'euros, on a toujours en fait un groupe d'éditeurs qui est très très loin des chiffres d'affaires des plus gros. Tu enlèves tous ces groupes avec 10 millions d'euros déjà ? Oh là là, mais ces groupes vendent, même les plus petits des 10 premiers, c'est 60-70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc tout ça, à 10 millions d'euros déjà, ça disparaît. Mais pas que tout ça, une grande partie des gros indépendants disparaît aussi. Y compris, par exemple, des derniers arrivants comme le groupe Margot, c'est-à-dire les éditions Les Arènes, qui a dépassé ses chiffres d'affaires. Enfin, c'est pas grave, il est bientôt déjà vendu puisqu'il est à 49% propriété d'Editis. Ça, c'est d'ailleurs, Les Arènes et le petit groupe qu'il a créé sont vraiment emblématiques de ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire que c'est une machine à nourrir la concentration. Autre critère qui pourrait être, qui doit être associé à ce statut d'éditeur indépendant, c'est par exemple des questions tout à fait triviales. Aujourd'hui, un des problèmes qu'il y a dans l'édition, c'est les tarifs postaux. Ce qu'on réclame sur le statut d'éditeur indépendant ne bénéficie pas seulement qu'à l'édition indépendante. Elle bénéficie aussi pour partie au groupe, mais surtout elle bénéficie à l'édition. L'édition comme un écosystème. L'une des plus importantes, évidemment, c'est limiter les capacités des grands groupes, notamment les capacités à ce qu'on appelle la concentration horizontale, la concentration verticale. Rêvons, interdire à ces grands groupes d'être à la fois propriétaires de librairies, de diffusion, de distribution, de médias. Enlevons les médias, enlevons la distribution, enlevons la diffusion, pourquoi pas ? Rêvons, mais aussi enlevons la propriété des libraires, de librairies. C'est-à-dire que faisons qu'un groupe éditorial ne soit qu'un groupe éditorial. Il ne soit pas ces machines omniprésentes qu'on connaît. Autre critère qui est pour moi fondamental, c'est mettons l'État devant l'État comme le CNL, le Centre national du livre, le ministère de la Culture, devant ses responsabilités. Demandons à l'État de ne pas subventionner les grands groupes, puisqu'on sait quels sont leurs effets sur la concentration éditoriale, sur le marché du livre, sur la surproduction, et la surproduction y compris comme un problème écologique. C'est une chose dont on commence à parler de plus en plus, c'est-à-dire que la surproduction, qui est un outil de bataille commerciale des grands groupes, a des effets écologiques. Ça produira peut-être une baisse des livres qui sont de plus en plus édités rapidement, de plus en plus commercialisés rapidement et de plus en plus pilonnés rapidement. Pilonnés, c'est-à-dire détruits. Tout cet ensemble de critères associés au statut d'éditeur indépendant à mon sens, est un des moyens de faire émerger un contre-pouvoir qui permette de réduire les dégâts que produisent les grands groupes actuellement sur l'écosystème du livre.